Depuis le début de cette guerre, il y a une question qui circule en boucle sur les réseaux. Est-ce que Netanyahou est mort ? Est-ce que les vidéos qu'il publie sont des deepfakes ? Est-ce qu'on nous ment ? Ces questions ont inondé les réseaux pendant une semaine entière. Des rumeurs de mort, des accusations de deepfake, des outils d'IA qui se contredisent, des vidéos analysées frame par frame. Et dans tout ce bruit, la plupart des analyses se sont focalisées sur la question de surface. Est-il vivant ou pas ? Sans jamais regarder ce qui se cachait vraiment derrière. Dans cette vidéo, on va répondre à la question directement. Mais surtout, on va décortiquer pourquoi ces rumeurs ont émergé à ce moment précis, qui en avait intérêt, et ce que ça révèle sur la nature de cette guerre qui se joue autant sur les réseaux sociaux que sur les champs de bataille. Tout commence fin février, quand les États-Unis et Israël lancent les premières frappes sur l'Iran, tuant Khamenei et plusieurs commandants de l'IRGC. Dans les heures qui suivent, une fausse capture d'écran circule. Elle prétend montrer un message du compte officiel du Premier ministre israélien annonçant sa propre mort. Les fact-checkers confirment immédiatement que c'est une fabrication. Aucun tel message n'a existé. Mais la rumeur prend et les semaines suivantes l'alimentent. Le 12 mars, Netanyahou donne sa première conférence de presse depuis le début de la guerre, diffusée en direct sur YouTube et Al Jazeera. Sur un seul frame où il gesticule, sa main semble avoir 6 doigts. Les screenshots envahissent X. Il a 6 doigts, c'est de l'IA. PolitiFact, Snopes, Newsweek ont tous analysé la vidéo complète. C'est l'hypoténar éminence, la bosse charnue au bas de l'auriculaire, qui crée une illusion optique sur ce frame précis. La vidéo est authentique. 3 jours après, son équipe publie une vidéo filmée dans un café des collines de Jérusalem. Netanyahou commande un café, lève les 2 mains, montre 10 doigts et lance une vanne en hébreu « Je suis mort » de café, je suis fou de mon peuple. Sa façon de répondre aux rumeurs sans les prendre au sérieux. Le café s'appelle The Sataf. Le barista est devenu une célébrité internet involontaire selon i24 News. Reuters a vérifié la localisation en comparant des images publiques du café. C'est bien là, en 2026. Puis une vidéo en extérieur à Jérusalem. Il se promène, par là des civils, sa bague disparaît sur quelques frames et réapparaît. Community Notes, artefact de compression vidéo classique. Le 17 mars, il marche dans un couloir avec Mike Huckabee, l'ambassadeur américain, qui tweet « Il était très vivant, en grande forme ». Et depuis le 18 mars, selon EA Daily, il publie une vidéo par jour, 3 jours consécutifs, pour couper court aux rumeurs. Le contexte de la vidéo café mérite d'être regardé honnêtement. CBC News a vérifié la localisation indépendamment. Get Real Security, cofondé par Annie Farid, professeure à Berkeley et référence mondiale sur la détection de deepfake, a analysé les vidéos et n'a détecté aucun signe de manipulation IA. Snopes donne 0,1% de probabilité d'être généré par IA. Ces sources sont sérieuses et indépendantes. Mais voilà ce que la même presse qui authentifie les vidéos ne met pas assez en avant. Le 14 mars, le cabinet de sécurité a été présidé par le ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, pas Netanyahou. EA Daily, citant des sources russes, mentionne 2 réunions consécutives présidées par Katz. Ce fait n'est pas contesté. Le gouvernement israélien n'a pas expliqué publiquement l'absence de Netanyahou à ces réunions. NBC News le formule clairement dans un article du 18 mars. Netanyahou a fait peu d'apparitions publiques, préannoncées depuis le début de la guerre, l'Iran ayant juré de le cibler personnellement. Et EA Daily, du 17 mars, rapporte avec des sources dont il faut préciser qu'elles sont pro-russes et donc à prendre avec recul, que la visite de Stephen Witkoff et Jared Kushner, les 2 représentants personnels de Trump, avait été annulée. Ce détail n'a pas été confirmé par d'autres sources. La Palestine Chronicle, qui n'a aucun intérêt à défendre Israël, a conclu le 15 mars. Les affirmations sur sa mort ou disparition ne peuvent être ni confirmées ni infirmées avec les informations publiquement disponibles. C'est de l'honnêteté épistémologique que peu de médias ont eu le courage de formuler. Ce n'est pas une affirmation de complot, c'est une reconnaissance que l'information disponible ne permette pas une certitude absolue dans un sens ou dans l'autre. L'histoire des détecteurs IA dans ce dossier est en elle-même une leçon sur l'état de l'information en 2026. Prenons la vidéo café, celle que Reuters, CBC, Get Real Security et Snopes ont authentifiée. Hive AI l'a classée à 96,9% comme IA générée. Grok a dit à certains utilisateurs « 100% deepfake, j'en suis certain », puis a donné la réponse inverse à d'autres, selon les captures documentées
par plusieurs journalistes. CBC News a documenté un cas parallèle encore plus révélateur. Une vidéo montrant prétendument des missiles iraniens frappant Tel Aviv avait été vue des millions de fois sur X. Grok avait dit à ses utilisateurs que c'était réel. CBC a déterminé que c'était un deepfake. Grok s'est trompé dans les deux sens. Il a authentifié du faux et signalé comme faux de l'authentique. Dans la même semaine, la raison technique derrière cette cacophonie est documentée par Euronews. Quand une vidéo est uploadée sur X, Instagram ou YouTube, les plateformes suppriment les Content Credentials, les métadonnées C2PA, qui permettraient de tracer l'authenticité d'un fichier. Les outils de détection travaille alors sur une version recompressée et la compression normale crée exactement les artefacts qu'ils interprètent comme des signes de manipulation IA. Ce n'est pas un bug corrigeable à court terme, c'est une décision architecturale des plateformes qui rendent la vérification technique fondamentalement non fiable sur du contenu distribué via les réseaux sociaux. La chronologie est trop précise pour être une coïncidence. Les premières allégations sur la mort de Netanyahou apparaissent via Tasnim News Agency, le média officiel de l'IRGC, le 28 février, le jour même où Khamenei et plusieurs commandants iraniens sont tués. Ce n'est pas une réaction organique à un événement, c'est une contre-offensive informationnelle planifiée. L'objectif n'est pas de convaincre que Netanyahou est mort, c'est de créer une symétrie narrative. Vous annoncez la mort de nos dirigeants, nous allons semer le doute sur la vie du vôtre. Fake Reporter a documenté des vidéos générées par IA montrant des foules iraniennes scandant des soutiens à Israël. Propagande inverse destinée à semer la confusion. 218 580 occurrences de Netanyahu is dead en 8 jours, selon Roli IQ, ne correspondent pas à une spéculation organique. C'est la signature d'une opération coordonnée avec des ressources institutionnelles. Mais reconnaître la campagne iranienne ne doit pas fermer toute question. Une campagne de désinformation ne prend que si elle s'accroche à quelque chose de réel. Et dans ce cas, elle s'est accrochée à une visibilité réduite objective, à des réunions de cabinets présidées par quelqu'un d'autre, et à des vidéos sans marqueur de localisation. Le sol sur lequel la désinformation a germé existait indépendamment d'elle. Du côté iranien, l'intérêt est évident. Créer le doute sur la continuité du leadership israélien fragilise la position de négociation d'Israël, sème la division dans l'opinion publique israélienne et projette une image de victoire symbolique après la mort de Khamenei. L'IRGC a même formulé sa menace de façon conditionnelle, si Netanyahou est encore en vie. Ce que certains analystes lisent comme une tentative d'amplifier l'incertitude plutôt que comme un aveu d'ignorance. Du côté israélien, l'intérêt est tout aussi clair, montrer que le leader est vivant, actif, en contrôle, que les opérations militaires continuent sans interruption. Ce qui signifie que chaque vidéo publiée par son bureau doit être lue comme une communication stratégique autant qu'une preuve de vie. Ce n'est pas la même chose qu'une apparition live avec des journalistes indépendants qui pourraient poser des questions non préparées. Netanyahou a fait une conférence de presse live le 12 mars. Aucune depuis. Ce choix de communication, délibéré ou contraint, est lui-même un fait. NBC News a mis le doigt sur quelque chose de plus large. La spéculation sur la santé des dirigeants est devenue un phénomène récurrent dans l'ère des réseaux sociaux. Des utilisateurs avaient fait pareil avec Trump l'an dernier, avec Poutine en 2023. Ce n'est pas une spécificité de ce conflit, c'est une dynamique structurelle de l'information en temps de crise, amplifiée par les plateformes qui rémunèrent l'engagement émotionnel. Voilà ce que les sources indépendantes permettent d'affirmer au 19 mars, sans prendre de camp. La vidéo café du 15 mars est probablement authentique. Reuters et CBC ont vérifié la localisation indépendamment. Le terminal du café affichait une date de 2026. Get Real Security et Snopes donnent des résultats proches de 0 pour la probabilité d'IA. C'est la meilleure preuve de vie disponible. Et c'est une bonne preuve. La conférence de presse du 12 mars était un live avec des journalistes en temps réel. Les technologies actuelles ne permettent pas de simuler ça en deepfake dans les conditions d'une conférence télévisée internationale. Eukabi était physiquement dans la pièce le 17 mars. Ce qui reste non résolu, pourquoi aucune apparition live avec des journalistes indépendants depuis le 12 mars ? Les raisons sécuritaires sont réelles. L'Iran a explicitement mis Netanyahou sur sa liste d'objectifs, avec un missile qui a déjà frappé une zone proche de sa résidence. Mais ces mêmes raisons sécuritaires rendent impossible
toute vérification totalement indépendante. C'est le paradoxe de cette situation. La menace qui justifie l'opacité est aussi ce qui rend l'opacité suspecte. Au 19 mars 2026, aucune source crédible, ni pro-palestinienne, ni pro-iranienne, ni pro-israélienne, ni occidentale, n'a confirmé la mort de Netanyahou. Les meilleures preuves disponibles indiquent qu'il est vivant. Mais le niveau de certitude que les preuves disponibles permettent n'est pas absolu, et prétendre le contraire serait malhonnête. Au-delà du cas Netanyahou, cette semaine a mis en lumière quelque chose de fondamental sur la nature des conflits modernes. Nous sommes dans le premier conflit majeur où les outils de vérification sont eux-mêmes compromis. Les deepfakes existent. Les détecteurs donnent des résultats opposés sur les mêmes vidéos. Les plateformes suppriment les métadonnées qui permettraient la vérification. Et les deux camps mènent des opérations d'information actives simultanément. Dans cet environnement, même un analyste de bonne foi qui veut juste trouver la vérité se retrouve dans un espace où aucune source unique n'est suffisante. La leçon pratique de cette histoire n'est pas « ne crois rien », c'est une méthode. Une vidéo préenregistrée devant un fond neutre ne suffit pas. Une déclaration du gouvernement ne suffit pas. Un outil de détection IA ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la convergence de sources indépendantes avec des intérêts différents. Reuters et CBC ont vérifié la localisation de façon indépendante. Get Real Security est une source académique sans lien avec Israël. Eukabi était physiquement présent. Cette convergence est ce qui s'approche le plus de la vérité disponible. Et ce qui manque encore, ce qui rendrait la situation non équivoque, c'est ce qu'Israël n'a pas fourni. Une apparition live avec des journalistes accrédités indépendants dans un format qui ne peut pas être préparé à l'avance. Peut-être pour des raisons sécuritaires légitimes, peut-être pour autre chose. L'absence de cette apparition reste le seul fait réellement inexpliqué dans cette histoire. Netanyahou est probablement vivant. C'est ce que les meilleures preuves disponibles au 19 mars suggèrent. Mais cette histoire n'est pas vraiment une histoire sur Netanyahou. C'est une histoire sur ce qui se passe quand les outils qu'on a pour vérifier l'information ne fonctionnent plus de façon fiable et que les deux camps ont intérêt à maintenir l'ambiguïté. Dans une guerre de l'information, l'incertitude elle-même est une arme. Abonne-toi.